Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Je suis professeur Madame Yamina Ashkar. Je vais vous présenter dans cette vidéo le cours de physique quantique qui est destiné à la filière SMP, sciences de matière physique, au semestre S5. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du chapitre numéro 1. Alors, ce chapitre, il s'intitule Rappel des concepts fondamentaux de la mécanique quantique. Donc, je vais vous donner quelques rappels du cours que vous avez déjà vu en semestre dernier, c'est-à-dire semestre S4. Le plan de cette vidéo, enfin la partie que je vais vous présenter dans cette vidéo est le suivant. Donc, je vais commencer par la théorie des quanta. C'est une théorie que vous avez déjà vue en S4. Ensuite, on va passer vers la théorie corpusculaire de la lumière. Ensuite, là, on va voir la dualité onde-corpuscule généralisée. Et je vais terminer cette vidéo par le principe d'indéterminisme de Heisenberg, ou bien qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Donc voilà, donc il est composé de 4 volets, 4 parties. Enfin, dans cette première partie du chapitre 1, on va voir ces 4 volets de ce chapitre numéro 1. Alors, commençons par la première théorie qui est la théorie des quanta. Alors, cette théorie des quanta, elle constitue les premiers pas vers la naissance de la théorie quantique. Donc, c'est la première théorie qui a vu le jour et qui a abouti à la naissance de cette physique quantique. Alors, comment il est apparu cette théorie? Eh bien, face à l'échec de la physique classique, bon, à l'époque, on dirait vers la fin du 19e siècle, il n'y avait que la physique classique. Donc, il n'y avait pas la physique quantique, donc il n'y avait que la physique classique. Eh bien, cette théorie des quanta, elle a été, bon, à l'époque, bon, au début du 20e siècle, un outil fondamental qui a pu expliquer des phénomènes, un certain nombre de phénomènes qui étaient étranges, qui étaient étranges à les notions classiques. Hein. Et ces phénomènes ils sont liés principalement à l'interaction rayonnement-matière. Donc, quand il s'agit d'un, si vous voulez, de traitement de la matière toute seule, alors qu'est-ce que c'est la matière? Bon, la matière, c'est tout objet qui a une masse. Et le rayonnement, c'est la lumière, donc la lumière qui est caractérisée par la fréquence, la longueur d'onde, etc. Donc, quand il s'agit de la matière, bon, c'est la théorie de Newton qui permet d'étudier la matière. Le rayonnement, il est traité par l'électromagnétisme de Maxwell. Tous les deux donc c'est la base de la physique classique. Hein. Mais dès qu'il s'agit d'un phénomène qui fait lier l'interaction entre les deux, entre ces deux objets-là, eh bien, on ne pouvait pas expliquer ces phénomènes avec la physique classique. Eh bien, c'est là où cette théorie de quanta a vu le jour. Eh bien, la première personne qui l'a introduite, eh bien, c'est Planck. Hein. Donc, Planck, il a introduit cette théorie des quanta en 1900, donc juste au début du XXe siècle, eh bien, pour interpréter l'un de ces problèmes, problème lié à cette interaction rayonnement-matière. Et ce problème, c'est ce qu'on appelle le spectre de rayonnement du corps noir. Bien sûr, le rayonnement du corps noir, ce n'est pas l'objet de ce cours, vous l'avez vu en S4, mais le corps noir, c'est quoi? Enfin, d'une manière rapide, eh bien, c'est un corps qui absorbe et émet toutes les radiations. Bien, il y avait le spectre, si vous voulez, la courbe caractérisant ce rayonnement du corps noir, et cette courbe, elle était inexplicable si on utilise la physique classique. On ne pouvait pas l'expliquer par la physique classique. Eh bien, Planck, en 1900, donc, il a introduit cette notion de théorie des quanta qui a permis de reproduire la courbe du rayonnement du corps noir par sa théorie. Eh bien, sa théorie, eh bien, c'est quoi? Eh bien, Planck a postulé, donc c'est la notion principale de cette théorie des quanta, eh bien, Planck a postulé que lors de l'interaction entre le rayonnement et la matière, il y a l'échange d'énergie qui se fait d'une manière discrète, d'une manière discontinue. C'est-à-dire, il y a un échange, c'est-à-dire la matière va absorber ou va émettre du rayonnement. Et lors de cette émission, bien absorption du rayonnement, il y a un échange d'énergie. Cet échange d'énergie se fait par paquet, ce n'est pas d'une manière continue comme
si vous voulez, la physique classique, mais c'est d'une manière discontinue. Eh bien, cet échange se fait par ce qu'on appelle des quanta, ou bien par un quantum. Lorsqu'il s'agit d'un quantum, eh bien, qu'est-ce que c'est un quantum? Eh bien, c'est h multiplié par nu. Nu, c'est la fréquence de la lumière, du rayonnement. H, c'est la nouvelle constante qui a été introduite par Planck. Eh bien, la valeur est la suivante, et c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Donc, cet échange d'énergie entre le rayonnement et la matière, qui est le corps noir, il se fait d'une manière quantifiée. Il se fait par soit un quantum h nu, hein, h multiplié par nu, ou bien par l'un de ces multiples entiers, c'est-à-dire n multiplié par h nu, avec n bien sûr différent de 0, c'est un entier qui appartient à une étoile. Donc, soit un quantum, un seul, ou bien des quanta. Donc, le quanta, c'est le pluriel du quantum. Donc, voilà le postulat de Planck. Donc, il y a interaction, rayonnement du matière, si vous voulez, la matière va absorber ou émettre du rayonnement. Elle va donc échanger une énergie qui se fait par ces petits quantums, ces paquets. Hein, donc, un seul paquet, deux paquets, trois. Donc, un paquet, c'est un quantum, deux paquets, c'est deux quanta. Donc, n égale à 2, un h nu, 2 h nu, 3 h nu, 4 h nu, etc. Donc, il n'y a pas 1,5 h nu, il n'y a pas h nu divisé par 2, mais il y a donc des multiples entiers de ce h nu. Bien. La deuxième théorie qui a vu le jour aussi au début du XXe siècle, eh bien, c'est la théorie corpusculaire de la lumière. Eh bien, cette théorie, c'est quoi exactement? Eh bien, tout comme la théorie ondulatoire classique du rayonnement. Hein. Alors, cette théorie, elle considérait la lumière comme propagation des ondes électromagnétiques. Donc, c'est ça, si vous voulez, la théorie classique de la lumière, ce sont des ondes. La lumière, elle est composée d'ondes. Et ces ondes électromagnétiques, ils sont traités par l'électromagnétisme de Maxwell. Donc, tout ça, c'est classique. Eh bien, en 1905, donc, comme vous voyez là, donc, 5 ans après Planck, Einstein a introduit cette théorie, cette nouvelle théorie corpusculaire de la lumière, afin d'expliquer un autre phénomène, une autre expérience, qui est l'effet photoélectrique. Bien sûr, là aussi, l'effet photoélectrique, vous l'avez déjà vu en S4. C'est quoi? Bon, c'est quoi, d'une manière rapide, l'effet photoélectrique lorsque vous avez de la matière, lorsque vous avez le rayonnement qui irradie la matière, qui irradie un métal par exemple, eh bien, cette radiation, elle est absorbée par ce métal. Et lorsque ce rayonnement il a une fréquence adéquate, une longueur d'onde adéquate, convenable, eh bien, il va y avoir émission des électrons. Et ces électrons émis, eh bien, ils engendrent un courant électrique, bien sûr, dans un circuit, etc. Donc, ça, c'est l'effet photoélectrique. Eh bien, Einstein, il a introduit cette théorie corpusculaire afin d'expliquer ce phénomène-là, donc on dirait la transformation de l'énergie lumineuse en une énergie électrique. Eh bien, Planck a supposé il a postulé que le rayonnement, la lumière, elle se compose de corpuscules. Elle se compose de grains de lumière qui vont être appelés par la suite des photons. Donc, les photons, vous le connaissez. Alors, si vous voulez, quelle est la différence entre la théorie corpusculaire de la lumière d'Einstein et la théorie des quanta de Planck? Eh bien, Planck postule que c'est l'échange entre le rayonnement et la matière qui est discret. Okay? Tandis qu'Einstein, il suppose que c'est le rayonnement lui-même qui est discret. C'est le rayonnement lui-même qui est quantifié. Donc voilà, on commence à utiliser le mot quantifié pour parler de cette quantification. Donc le rayonnement, il est discret, donc il va être composé de grains. Donc il ne se propage pas d'une manière, si vous voulez, continue, c'est la notion des ondes, mais il va se propager sous forme des petits grains qui vont être appelés, bien sûr, des photons. Alors, ce photon-là, qui a été introduit par Einstein, eh bien, il a un certain nombre de propriétés. Bon, c'est un corpuscule de lumière, bien évidemment, qui n'a pas de masse et qui n'est pas chargé. Hein. Et sa vitesse, c'est la vitesse de la lumière connue. La propriété principale de ce photon, c'est que chaque photon, donc là j'ai symbolisé le photon par cette lettre gamma, donc chaque photon
possède une énergie propre appelée E gamma. Et ce E gamma, il va être proportionnel à la fréquence nue de l'onde électromagnétique de cette lumière-là. Alors, cette énergie-là, elle est égale, cette énergie propre du photon, elle est égale au quantum d'énergie qui a été introduit par Planck. C'est-à-dire, elle va être égale, cette énergie est égale à H multiplié par nu. Donc, voilà le quantum qui a été introduit dans la théorie des quanta de Planck. Ou bien on peut l'exprimer en fonction de lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière. Ou bien en fonction de oméga, qui est la pulsation de la lumière. Donc, l'énergie du photon est égale soit H nu, qui est égal à H multiplié par C sur lambda. Eh bien là, vous connaissez que nu, c'est C sur lambda, qui est égal à H bar, H bar multiplié par oméga. H bar, c'est H divisé par 2pi. C'est la constante de Planck divisée par 2pi. Et oméga, comme je l'ai dit, c'est la pulsation de la lumière. Donc ça, c'est la première grandeur, si vous voulez, c'est l'énergie propre qui caractérise le photon. Alors, ce photon-là, il est caractérisé aussi par une deuxième grandeur physique, qui est ce qu'on appelle l'impulsion. Alors, c'est quoi l'impulsion? Bon, c'est P gamma aussi, on l'appelle P gamma, qui est donné par l'expression H bar multiplié par K. H bar, c'est la constante de Planck réduite, c'est-à-dire H divisé par 2pi, et K, c'est le nombre d'ondes qui s'exprime en fonction de la longueur d'onde du rayonnement, c'est égal à 2pi sur lambda. Alors, cette impulsion, si vous voulez, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la quantité de mouvement classique. Lorsque vous avez un objet qui a une masse m et qui est animé d'une vitesse v, sa quantité de mouvement, c'est m multiplié par sa vitesse v. Alors que le photon n'a pas de masse, mais il a une impulsion. C'est l'équivalent de la quantité de mouvement, donc on l'appelle impulsion, qui est égale à h bar multiplié par k. Ou bien on peut l'exprimer aussi en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire h divisé par lambda, tout simplement. Donc c'est la relation qu'on utilise d'habitude pour exprimer l'impulsion du photon. Alors lorsqu'on compare ce P gamma-là, l'impulsion du photon, qui est égale à h sur lambda, et l'énergie du photon qui est égale, je vais considérer hc divisé par lambda, lorsqu'on compare ces deux expressions, eh bien on déduit que l'énergie du photon est égale tout simplement à son impulsion multipliée par sa vitesse, par la vitesse de la lumière. Donc voilà la relation qui lie l'énergie du photon avec son impulsion, P gamma, bien sûr, multipliée par C. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire ou bien qu'est-ce qu'on va conclure de ces propriétés du photon? Eh bien, on voit bien que l'énergie du photon, elle est en fonction de la constante de Planck, la constante qui a été introduite par Planck, H multiplié par la fréquence de la lumière, et P gamma, c'est H multiplié par 1 sur lambda. On va utiliser aussi la fréquence, sans problème. Alors, la conclusion de ces propriétés du photon, eh bien, on conclut que aussi bien son énergie que son impulsion, ils sont toutes les deux liées à la constante de Planck, H. Donc, la constante de Planck qui a été introduite par Planck. Bien. Alors, cette description quantique du rayonnement, donc voilà, donc cette théorie corpusculaire de la lumière, on l'exprime aussi sous forme de description quantique du rayonnement, ou bien on pourra dire la quantification du rayonnement. Donc, les termes sont équivalents. Eh bien, cette description quantique du rayonnement, elle implique directement la quantification de l'énergie introduite par Planck dans sa théorie des quantums. Donc, Planck, dans sa théorie, il a considéré que c'est l'énergie qui est quantifiée. La description quantique du rayonnement introduite par Einstein, eh bien, elle aboutit directement à cette notion de quantification de l'énergie, c'est-à-dire l'échange d'énergie entre la matière et le rayonnement, il est discret. Alors, en effet, quand la matière, quelle que soit cette matière, le rayonnement du corps noir ou n'importe quelle matière, quand il absorbe ou émet un rayonnement qui est discret, qui a un certain nombre de photons, donc soit un quantum, si vous voulez, un photon qui a l'énergie propre E gamma, qui est égal à un quantum, ou bien un nombre entier de photons qui ont chacun une énergie qui est égale à h nu. Donc, lorsque vous avez un nombre entier de photons qui
qui ont la même fréquence, eh bien, l'énergie totale, c'est n multiplié par h nu. Hein. Donc, quand la matière va absorber ou émettre un rayonnement, donc il va absorber ou émettre un nombre entier de photons. Donc, elle va absorber un photon, deux photons, trois photons, mais elle ne va pas absorber un photon et demi, hein, ou bien la moitié d'un photon, ou bien un photon divisé par 3, non, ou bien 3,5 par exemple, photons. Donc, elle va absorber soit un photon, deux photons, trois photons, etc. Donc, un nombre entier de photons quand elle absorbe du rayonnement de la lumière. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'elle absorbe ce nombre entier de photons, eh bien, elle va absorber une énergie qui est égale à soit un quantum d'énergie h nu lorsque il y a absorption d'un seul photon, ou bien émission d'un seul photon, ou bien à l'un de ses multiples, n h nu, c'est-à-dire des quanta, lorsqu'il y a n photons qui sont absorbés ou émis. Hein. Donc, voilà, donc on pourra conclure que cette quantification du rayonnement, c'est-à-dire cette théorie corpusculaire de la lumière introduite par Einstein, elle est plus générale hein, que la théorie des quanta introduite par Planck. Une troisième théorie qui a vu le jour aussi vers le début du XXe siècle, hein, donc vers exactement 1924, eh bien, cette théorie, qu'est-ce qu'elle nous rapporte? Eh bien, tout comme pour les photons d'Einstein, c'est-à-dire le photon Einstein, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a attribué un photon, ou bien il a attribué des photons à l'onde électromagnétique. Okay. Alors, Louis de Broglie, bon, ça s'écrit Louis de Broglie, donc je vais abréger par LDB, mais on le lit Louis de Broglie. Alors, Louis de Broglie, il propose en 1924, hein, donc Einstein a introduit sa théorie en 1905, donc cette théorie, elle va être, si vous voulez, introduite en 1924. Alors, Louis de Broglie, il a proposé que tout comme les photons d'Einstein, qui sont des corpuscules attribués aux ondes électromagnétiques, eh bien, Louis de Broglie, il propose que les particules de matière, l'électron par exemple, eh bien, elles possèdent elles-mêmes une nature ondulatoire. Hein. Donc, les grains de matière, les corpuscules de matière, ils ont une nature ondulatoire. Donc, on attribue une onde à un corpuscule de matière. Donc, c'est ça, si vous voulez, le résumé de cette proposition de Louis de Broglie. Alors, l'hypothèse de Louis de Broglie, bon, en 1924, il a supposé que, donc voilà si vous voulez, son argument. Alors, puisque à une onde électromagnétique, on avait associé un grain de lumière, un corpuscule de lumière qui est le photon. Donc ça, c'est ce qui a été fait par Einstein. Et ce photon, il possède des grandeurs qui sont l'énergie hein, et l'impulsion. Donc l'énergie, c'est h nu et l'impulsion, c'est h sur lambda. Donc puisqu'à l'onde électromagnétique de la lumière, on fait associer un grain de lumière qui est le photon, qui a une énergie propre et qui a une impulsion propre. Alors, d'une manière équivalente, d'une manière réciproque, hein, à toute particule qui a une masse m et qui est animée d'un mouvement avec une vitesse v, eh bien, on va faire aussi associer une onde, mais cette onde, ce n'est pas l'onde électromagnétique, hein, mais c'est une onde qui va être appelée onde de Broglie. Bon, ça s'écrit comme je l'ai dit de Broglie, mais on le prononce de Broglie. Donc, soit une onde de Broglie, ou bien on l'appelle tout simplement une onde de matière. Donc, à toute particule de matière en mouvement, on fait associer une onde. Cette onde, ce n'est pas l'onde électromagnétique, mais c'est une onde de matière qui a comme attribut ondulatoire la longueur d'onde lambda, hein, qui est égale à h divisé par sa quantité de mouvement. Donc, P ici, c'est mv, hein, donc c'est sa masse, multipliée par sa vitesse. Voilà donc la quantité de mouvement de cette particule de matière. Et c'est h divisé par mv. Et son énergie, il est liée à la fréquence de cette onde. Donc, cette onde de matière, elle a une fréquence, et l'énergie de cette particule est égale à h multiplié, h c'est toujours la constante de Planck, hein, h multiplié par la fréquence de cette onde de matière. Donc, voilà les attributs ou bien les grandeurs ondulatoires, c'est lambda, et c'est la fréquence
de cette onde de matière. Bien, alors sur cette diapositive, je vais vous généraliser tout ce qu'on vient de voir, ces relations qui ont été introduites d'une part par Planck et Einstein pour le rayonnement et d'autre part par De Broglie pour la matière. Alors ces relations, on va voir qu'elles sont symétriques, elles sont tout à fait équivalentes. Soit si vous voulez, on part de la matière pour lui faire associer une onde de matière, soit si vous voulez, on part du rayonnement pour lui faire associer un grain de lumière, c'est-à-dire un photon. Les relations sont symétriques, sont équivalentes, qui sont les suivantes. Alors là, vous avez le couple, l'énergie et la quantité de mouvement, ou bien l'impulsion. Donc là, quand on va travailler en physique quantique, on va appeler, au lieu d'utiliser si vous voulez, le terme quantité de matière, la quantité de mouvement, pardon, on va utiliser l'impulsion, que ce soit pour la matière, que ce soit pour la lumière, le photon. Donc l'énergie de particules de matière ou bien l'énergie du grain de lumière, l'impulsion de la matière ou bien l'impulsion du photon, elles sont égales à ce couple. Donc, soit H bar multiplié par oméga pour l'énergie, ou bien H bar multiplié par le nombre d'ondes pour l'impulsion, et qui sont égales aussi à H multiplié par nu. Donc, E est égal à H multiplié par nu. P est égal à H multiplié par 1 sur lambda, c'est-à-dire H sur lambda. Bon, tout ça, ce sont les relations qu'on vient de voir précédemment. Donc là, je les résume sur cette diapositive. Eh bien, les attributs corpusculaires, que ce soit pour la matière, que ce soit pour le photon, sont E, l'énergie, et P, qui est l'impulsion. Les attributs ondulatoires sont soit la pulsation oméga, soit le nombre d'ondes, ou bien la fréquence, ou bien la longueur d'onde. Donc, on va utiliser, bien sûr, une seule grandeur ondulatoire, ou bien attribut ondulatoire. Voilà donc le schéma équivalent de cette association, c'est-à-dire Planck-Einstein, ils ont fait associer à une onde électromagnétique. Donc la EM, ça veut dire électromagnétique, donc c'est en abrégé. Donc ils ont fait associer un corpuscule de lumière qui est le photon. Alors De Broglie, il a fait le schéma inverse, le schéma réciproque, c'est-à-dire il a fait associer à la matière une onde de matière. Donc voilà, donc le schéma il est inverse, le schéma il est réciproque. Donc voilà, si vous voulez, en couleur, que ce soit le rouge, il s'agit des ondes, des attributs ondulatoires, et en violet là, ce sont ce qui caractérise les corpuscules, que ce soit de lumière ou bien de matière. Bien. Alors, pour résumer, ces relations-là que je viens de vous donner dans la diapositive précédente, eh bien, ces relations, elles expriment cette dualité entre corpuscules généralisée, qui est valable aussi bien pour la lumière, pour le rayonnement, que pour la matière. Donc, elle est bien générale pour les deux. Alors, d'une manière expérimentale, la dualité, cette dualité entre corpuscules, bien sûr, il faut qu'elle soit confirmée expérimentalement. Donc, elle est confirmée soit par les expériences telles que ce qu'on appelle la diffraction, les interférences. Alors, ces deux types d'expériences, ils ne mettent en évidence que l'aspect ondulatoire, hein, que ce soit de la matière, que ce soit de la lumière. Hein. Donc, soit on met, si vous voulez, une expérience concernant la lumière, donc diffraction, donc c'est son aspect ondulatoire qui va se mettre en évidence, aussi l'interférence. De la même manière, ça se fait pour les particules de matière comme les électrons, etc. Alors que des expériences comme l'effet photoélectrique, ou bien aussi l'effet Compton, bon, certainement l'effet Compton, vous l'avez aussi vu, donc c'est la diffusion de la lumière lorsqu'elle rencontre, si vous voulez, une particule de matière, c'est l'effet Compton. Eh bien, ces deux types d'expériences, ils ne mettent en évidence que l'aspect corpusculaire. Bien, donc quand De Broglie a proposé si vous voulez, son postulat, c'est-à-dire le fait d'associer une onde de matière à un grain de matière, c'est-à-dire un corpuscule de matière, il fallait que cette proposition, ce postulat soit confirmé expérimentalement. Donc, il faut tenter des expériences de diffraction et d'interférence pour les électrons, pour les particules de matière. Eh bien, effectivement, ces expériences, elles ont été faites, hein, et voilà, donc je donne ici le schéma des effets quantiques.
pour les particules de matière qui vont se comporter comme des ondes. Alors, ici, l'expérience, c'est une expérience de diffraction. Vous avez ici un faisceau d'électrons, hein, projeté sur un cristal de nickel. Eh bien, il y a le phénomène de diffraction qui se manifeste. Hein, et voilà la figure représentant cette diffraction des électrons. Donc, c'est une figure qui est similaire à celle que vous connaissez pour la diffraction de la lumière, le rayon X que vous avez déjà vu dans l'optique ondulatoire, hein, à titre d'exemple. Donc, voilà l'expérience de diffraction correspondant aux électrons. Donc, les électrons, ce sont des particules de matière. La deuxième expérience, c'est l'expérience des interférences. Eh bien, là, tout comme une source de la lumière, là, on a une source des électrons. Eh bien, le principe, c'est le même. On ouvre, si vous voulez, on ferme la première. Il y a les fentes Young, là, que vous connaissez. Donc, lorsqu'on ferme la fente numéro 2, voilà ce qu'on obtient, cette figure-là, ce schéma-là. Lorsqu'on ferme la fente 1 et on ouvre la fente 2, on a celle-là en bleu. Mais lorsqu'on ouvre les deux fentes, bon, d'une manière classique, c'est la somme. Ça va donner la somme de ces deux figures. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une figure d'interférence là. Hein, donc, il y a des franges sombres et des franges, si vous voulez, brillantes. Hein. Ce n'est pas la somme des phi1 au carré plus phi2 au carré, mais c'est phi1 plus phi2, le tout au carré. Donc, c'est le schéma d'interférence qui est similaire à celui de la lumière, celui que vous avez déjà vu lorsque vous avez fait l'expérience des interférences de la lumière. Alors, je vous donne ici le schéma réel, la figure réelle de ces interférences des électrons. Donc, quand on ouvre les deux fentes, eh bien, le début, s'il y a des pointes, hein, des pointes dans tous les sens, au début, voilà le début, mais après, ces électrons, ils commencent à se rassembler hein, dans des franges, ce qui va mettre en évidence les franges brillantes et les franges sombres. Donc voilà comment donc, ils se mettent d'accord entre eux pour faire apparaître cette figure d'interférence qui est une figure réelle, hein, afin d'avoir une figure qui est similaire à celle de la lumière. Donc il y a des franges sombres et des franges brillantes. Hein. Bien sûr, la frange centrale elle est la plus brillante que celles qui sont vers l'extrémité. Bien. Alors, ce qu'il faut, si vous voulez, noter, c'est que cette dualité onde-corpuscule, principalement pour la matière, et se manifeste pour une particule qui a une dimension D. Bien sûr, chaque particule, il a une dimension, l'Armstrong, Fermi, ça dépend, on travaille dans quel domaine subatomique, à condition que, hein, lorsqu'on calcule la longueur d'onde de l'onde associée à cette particule, hein, il faut que la valeur de cette longueur d'onde, lambda, qui est égale à h divisé par p, p étant l'impulsion, elle soit du même ordre que sa dimension d. Il ne faut pas que lambda soit très, très, très petite par rapport à d, hein, pour que cette dualité se manifeste. Alors, c'est-à-dire, si lambda, calculer la longueur d'onde de l'onde associée à la matière, à la particule de matière, est très petit par rapport à sa dimension, eh bien, cette particule, c'est une particule classique, c'est un objet classique, et dans la physique classique, suffisante pour pouvoir étudier cette particule. Mais si le calcul de la longueur d'onde de l'onde associée à cette particule, et on trouve une longueur d'onde du même ordre que la dimension d, c'est-à-dire l'ordre de l'Armstrong, alors le phénomène d'interférence et de diffraction devient important. Et cette particule, c'est une particule qu'on va appeler une particule quantique. Donc, il est nécessaire de faire une étude quantique de cette particule. La physique classique, elle est insuffisante. Voilà donc le résumé de cette dualité. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Bohr en 1927? Eh bien, il a interprété cette dualité par ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Le principe de complémentarité auquel obéit tout objet quantique, hein, toute particule quantique. Donc, que ce soit le photon, donc ici c'est le symbole du photon, que ce soit l'électron, le proton, les atomes, etc., et qui ne se manifeste que par un seul de ces aspects, onde au corpuscule.
C'est-à-dire, vous avez votre particule ou bien votre objet quantique, il est à la fois une onde, à la fois un corpuscule. Et selon le type d'expérience auquel il va se mettre en évidence, donc ça dépend de l'expérience, soit il va mettre en évidence son aspect corpusculaire ou bien son aspect ondulatoire. Donc quand il n'y a pas d'expérience à laquelle il va subir cette particule, donc il est aussi une onde, aussi un corpuscule, mais une fois qu'il va se mettre face à un type d'expérience, eh bien, il va se comporter soit comme un corpuscule, soit comme une onde, mais pas les deux. Donc, c'est le principe de complémentarité là qui a été introduit par Bohr en 1925. Alors, c'est-à-dire, je rappelle que l'aspect corpusculaire, il se manifeste lors des expériences, comme je l'ai déjà indiqué, soit l'effet photoélectrique, soit l'effet quantum. L'aspect ondulatoire, il se manifeste lorsqu'il s'agit des expériences telles que l'interférence ou bien la diffraction. Donc, ça dépend du type de l'expérience qui permet donc la manifestation de l'un ou l'autre de ces aspects. Alors, cela nécessite donc une étude théorique de ces deux aspects. Et ça, c'est cette dualité en fait, cette notion de dualité entre corpuscules qui a abouti, qui a été la base, si vous voulez, la clé de cette naissance de la physique quantique. Parce qu'il fallait trouver une théorie, une physique qui doit étudier les deux aspects. Hein. C'est-à-dire, donc, quand on considère que ce soit la théorie corpusculaire de la lumière d'Einstein ou bien la théorie de quantum, ils mettent en évidence que l'aspect corpusculaire. Hein. Et lorsqu'on prend les ondes électromagnétiques ou bien les ondes de matière de De Broglie, ils ne mettent en évidence que l'aspect ondulatoire. Alors, donc, il fallait trouver une théorie qui rassemble les deux. Eh bien, c'est la physique quantique qui va, si vous voulez, rassembler les deux types d'aspects dans une théorie plus généralisée, qui est la physique quantique. Alors, avant de rentrer vraiment dans des notions de cette physique quantique, bien aussi il y a un autre phénomène qui se met en évidence pour ces particules quantiques, eh bien, c'est le principe d'indéterminisme de Heisenberg, ou bien ce qui est connu sous forme de principe d'incertitude de Heisenberg. Je vais le citer. Hein. Et ce principe, il est lié au problème de la mesure. Hein, si vous voulez, en mécanique quantique. MQ, ça veut dire la mécanique quantique. Alors, le problème de mesure en mécanique quantique est limité à des restrictions sur la connaissance simultanée de certaines grandeurs physiques, comme la position de la particule qu'on va appeler grand X, lorsqu'on travaille à une seule dimension, et son impulsion, qui est l'équivalent de la quantité de mouvement P, donc X avec P, ou bien l'énergie de la particule avec le temps. Hein. Donc, lorsqu'on fait des mesures de ce type-là, eh bien, ce principe, il donne des restrictions, donc des contraintes sur la connaissance simultanée de ces deux grandeurs, c'est-à-dire X avec P, la position avec l'impulsion, ou bien l'énergie avec le temps T. Alors, le principe d'indéterminisme de Heisenberg, si vous voulez, je vais le citer ici, il est impossible de mesurer simultanément, c'est-à-dire en même temps et avec précision, la position X de la particule et son impulsion P de cette particule quantique. Donc voilà, si vous voulez, la contrainte. Donc on va mesurer d'une manière précise soit la position, soit l'impulsion, mais pas les deux en même temps. Hein, soit l'une, soit l'autre. Alors, illustration de ce principe d'incertitude de Heisenberg, il va être exprimé par cette relation qu'on appelle la relation d'incertitude de Heisenberg, ou bien la relation d'indéterminisme de Heisenberg qui s'exprime sous forme de produit delta X multiplié par delta P est supérieur à égal à H bar sur 2 ou bien à H bar. Hein. Donc même supérieur à égal à H bar, ça s'appelle aussi la relation d'incertitude de Heisenberg. Alors H bar, c'est la constante de Planck réduite qu'on a déjà indiquée. Et delta X, c'est l'incertitude sur la mesure de la position. Delta P, c'est l'incertitude sur la mesure de l'impulsion. Alors, cette relation, il exprime le fait que si delta X tend vers 0, c'est-à-dire delta X est bien précis,
eh bien, delta P va être très, très grand. C'est-à-dire, on perd toute information sur l'impulsion. Si on connaît bien X avec une bonne incertitude. D'une manière, si vous voulez, équivalente, réciproque, si on connaît avec précision l'impulsion de la particule, c'est-à-dire delta P est petit, alors là, quand on dit temps vers 0, c'est-à-dire il est trop petit, hein, donc c'est 0, quelque chose, etc. Alors, lorsque delta P est petit, alors on perd toute information sur la position de la particule, quand on va avoir l'incertitude sur la mesure de la position, il est égal à l'infini. C'est-à-dire on ne sait pas où se trouve la particule. C'est ça ce que ça veut dire. Bien. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, en mesurant la position de la particule avec précision, donc bien sûr, il faut bien préciser, avec précision, hein, on modifie son impulsion. C'est-à-dire, on perd toute information sur l'impulsion. C'est-à-dire, la relation delta x multipliée par delta p supérieur ou égal à h bar, donc là, j'ai utilisé h bar. Donc, comme j'ai dit, les deux sont justes, hein, donc soit supérieur ou égal à h bar ou bien h bar sur 2. Alors, cette relation, c'est une propriété intrinsèque des systèmes quantiques. Alors, en fait, elle reflète une loi de la nature de ces objets quantiques. Donc, ça vient de leur nature interne, hein, intrinsèque de ces objets, tous les objets quantiques, que ce soit l'électron, le proton, bon, tout objet qu'on appelle objet quantique. Cette relation d'incertitude de Heisenberg, elle s'exprime aussi pour les deux autres grandeurs qui sont l'énergie et le temps. Bon, elle s'exprime de la même manière. Delta E multiplié par delta T est supérieur ou égal à H bar ou bien H bar sur 2. Alors là aussi, c'est l'incertitude sur la mesure de l'énergie. Et là, c'est l'incertitude sur la mesure du temps. Alors, en fait, cette relation-là, delta E multiplié par delta T supérieur ou égal à H bar, elle permet d'évaluer la durée de vie, qu'on va appeler taux, d'un phénomène lorsqu'on connaît sa plage énergétique. Alors, taux s'exprime, taux égal à H bar divisé par delta E. Alors, par exemple, je vous donne ici un exemple de cette illustration, de cette relation d'incertitude de Heisenberg concernant delta E, delta T supérieur ou égal à H bar. En fait, cette relation d'incertitude de Heisenberg permet d'estimer la durée de vie taux d'un niveau excité d'énergie atomique. Alors, ce niveau-là, qui a une largeur naturelle delta E. Donc, voilà deux exemples, deux états, un état fondamental et un état excité. Hein. Donc, un état excité qui a une largeur delta E qui a une certaine valeur. Alors, ici, l'état fondamental, il n'a pas de largeur, donc delta E égale à 0. En fait, alors le niveau fondamental qui a une largeur nulle, donc il va avoir une durée de vie taux qui est infinie. Lorsque, bon là, ce sont des notions d'atomistique que vous connaissez, physique atomique, c'est-à-dire lorsque vous avez un particule qui se trouve dans un état fondamental, eh bien il va y rester d'une manière infinie. Hein. Tandis lorsque vous avez un électron, par exemple, qui se trouve dans un état excité, eh bien il va avoir une durée de vie finie. Hein. Donc, alors que le niveau excité qui a une largeur delta E, hein, donc il va avoir une durée de vie qui est finie, donc qui est égale à H bar divisé par delta E. Donc, ce n'est pas l'infini, comme l'état fondamental, hein, mais qui est égal à, bon, ce taux est égal à H bar divisé par cette largeur de cet état excité. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et on va continuer dans les prochaines vidéos. Donc, je vous remercie pour votre attention.